Alors bonjour, je m'appelle Florence Debrach. Mon nom d'utilisatrice sur Wikipédia, c'est Anter. Alors, mon parcours sur Wikipédia, il a commencé déjà il y a plus d'une génération, parce que c'était il y a 22 ans. Évidemment, à l'époque, personne ne connaissait Wikipédia, on ne tombait pas dessus par hasard. Et c'est en discutant sur des forums de jeux avec un Canadien anglophone, de Greenpeacer hyperactif, qui m'a fait découvrir le projet. Alors pourquoi à l'époque? C'était aux alentours d'octobre-novembre 2001 et c'était juste après la chute des attentats terroristes aux États-Unis et la chute des tours. Et en fait, on discutait un peu de ce sujet-là et des thématiques autour de la guerre biologique. Quand il m'a dit, mais finalement, tu as plein d'informations en tant qu'ingénieur agro et ça serait intéressant que tu évoques ces sujets, là, les sujets autour de la biosafety, autour de la biosécurité, qui actuellement ne sont traités que par le gouvernement américain exclusivement, qui occupe tout l'espace numérique. Il serait bien que tu viennes sur ce site-là, ce site nouveau, pour contribuer sur cette thématique-là, en anglais bien sûr. Alors à l'époque, je veux dire qu'en tant que Française, contribuer en anglais, c'est un truc qui m'a alors complètement terrorisée. Donc j'ai dit niet, de chez niet, de chez niet. Donc maintenant, je comprends bien qu'il y a des nouveaux qui sont très hésitants. Mais lui, à l'époque, il ne s'est pas laissé démonter. Il m'a relancé à plusieurs reprises, en novembre, en décembre, en janvier. Et à un moment donné, j'ai fini par écrire un petit texte sur le forum. Et le gars s'est pas démonté, il a copié-collé mon texte, il a créé un article sur Wikipédia avec mon texte. Puis ensuite, il me l'a montré. Moi, j'étais très fière. D'autant plus fière, peut-être que je vous rappelle, vu que Google le connaissait. Et donc, je me suis dit, finalement, je peux avoir une visibilité qui est équivalente à la visibilité des Américains, du gouvernement américain sur cette thématique. C'est quand même super intéressant. Et pour achever de me motiver à contribuer, parce que j'osais toujours pas, il a retiré le texte. Moi, j'ai cru qu'il l'avait supprimé. Je savais pas ce que c'était qu'un wiki à l'époque. Il l'a juste retiré. Et donc, ça m'a poussé à le remettre en place. Et à partir de ce moment-là, j'avais le doigt qui était pris dans le pot de confiture. Et voilà, c'était début 2002. Et je suis toujours là, 22 ans plus tard. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, pendant 2 ans, j'ai commencé à contribuer à Wikipédia de façon très régulière, quotidiennement, en anglais, dans un premier temps, parce qu'il n'y avait pas de communauté francophone. Le Wikipédia en français existait déjà, mais il n'y avait personne. C'était une coquille vide. Et puis, de temps en temps, j'allais visiter cette coquille vide. Et puis, un jour, vers courant 2002, j'ai vu apparaître quelques personnes. Alors, je me souviens, en particulier, il y avait une personne qui s'appelait Waneko, qui était un Français qui habitait au Japon. Il y avait un cousin ou frère à lui qui habitait en Espagne, s'appelait Youssef San. Et puis, il y avait une ou deux autres personnes. Donc, c'est vraiment, 5 personnes à tout casser qui commençaient à contribuer en français. Ce que je trouvais très sympa. Mais en fait, ce que les gens ne réalisent pas aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, Wikipédia, le seul vrai Wikipédia, c'était la version anglophone. Donc, vous alliez sur le site, vous arriviez sur la version anglophone. Et puis, quelque part, il y avait un lien qui menait vers les autres versions, qu'on appelait les versions internationales. Donc, c'était à part, c'était les autres. Et à l'époque, Wikipédia avait un rédacteur en chef qui s'appelait Larry Sanger, qui a travaillé pendant 1 an comme rédacteur en chef pour mettre en place ce site. Larry Sanger, c'était un philosophe américain, très, très, très américain. Et j'ai eu l'occasion de le connaître brièvement. Et je lui ai expliqué ce que j'étais en train de commencer à faire en français, tranquillement, à mon petit niveau. Et il a eu une réaction qui était très étonnante. Il m'a dit, c'est complètement idiot ce que tu es en train de faire. Tu es en train de perdre le temps de tout le monde et tu perds ton temps. La bonne démarche, c'est de commencer par développer la vraie version de Wikipédia en anglais. Et quand nous aurons fini, nous traduirons ça dans d'autres langues. Donc pour l'instant, tu n'es pas très bonne en anglais, mais tu peux quand même contribuer. Oui, enfin, petite tape, hein. Mais bientôt, là où tu pourras avoir un vrai apport, c'est en traduisant ce qui aura été fait par les autres. Donc, on se retrouve quelque part durant 2002 avec un gars, un Américain, qui se la prend un peu de haut et qui m'explique que mon rôle, ça va être de traduire ce qui a été fait par les autres. Ça, c'était alors pas du tout dans mon plan, pas du tout dans ND. Et à ce moment-là, j'ai décidé que ma mission, ce ne serait pas uniquement d'écrire sur Wikipédia, mais ce serait aussi de développer le caractère international du projet. Donc, de faire en sorte que ces versions, à part les internationales, soient véritablement des versions qui fassent partie du projet commun. Le premier problème dont on a été confronté, c'est que on n'était pas nombreux. Quand il me disait, on était à peu près 5.
crois que fin 2002 et être moins de 10, c'était très, très lent. Donc en fait, nous, ces 10 personnes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de recruter d'autres contributeurs. Alors moi, j'ai souvenir d'aller sur des forums de discussion, notamment en rapport avec les plantes, parce que j'aime bien le jardinage, et j'essaie de recruter des gens que je faisais du spam, un peu de clair, mais j'étais banni sur des fois de forums de discussion, parce que de spammer les forums. Et progressivement, on a un petit peu augmenté le nombre de contributeurs. À l'époque, il faut garder le contexte à l'esprit, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Telegram, WhatsApp, tout ça, ça n'existait pas. Donc les conversations, c'était sur le wiki et éventuellement progressivement sur IRC. On ne se rencontrait pas et en général, on connaissait les vraies identités de personnes. Donc l'idée de monter une association autour de ça, c'est complètement illusoire. Néanmoins, à force de développer, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2003, Wikipédia a commencé à acquérir une petite visibilité dans la presse technique, Linux Magazine et associés, vraiment des trucs liés aux libristes, aux informaticiens. Mais voilà, les choses ont commencé à évoluer doucement. Et puis vers la fin 2002, fin 2003, là, la presse principale et Libération et Assimilé ont commencé à écrire un peu sur nous. Et en fait, pour nous, on était des ovnis. C'est-à-dire que certains parlaient de culte. Ils ont exprimé le fait que nous étions une sorte de secte. Pour eux, on était très dangereux. Les journalistes ont commencé à écrire sur Wikipédia en disant des bêtises absolument énormes. Le problème, c'est que quand ils souhaitaient parler à Wikipédia, tout ce qu'ils avaient en face d'eux, c'est des gens dont la vraie identité n'était pas connue, qu'on n'avait jamais vu, il n'y avait pas de photos. Voilà, c'était des gens. Il n'y avait pas de visage, en fait. Et là, dans notre esprit, on s'est dit, il y a peut-être un truc à explorer là-dessus. Si on crée une association, ça aurait un certain nombre de bénéfices. Et le bénéfice numéro 1, c'est qu'on aurait une espèce de face unique qu'on pourrait présenter de façon à ce qu'on puisse parler aux institutionnels, aux musées, au système éducatif, aux journalistes. On pourrait parler et avoir l'air moins angoissant, faire moins peur aux gens parce qu'on pourrait se présenter sous un vrai nom et une structure qui leur semblerait familière, qui est celui d'une association. Donc ça, c'était un peu le premier motif pour certains d'entre nous, c'était recruter des gens et avoir une espèce de façade rassurante pour pouvoir s'adresser aux autres. Et puis, il y en avait d'autres aussi qui voulaient faire du lobbying, parce qu'à l'époque, il y avait de plus en plus, Internet était quand même assez naissant à l'époque. Beaucoup de gens n'étaient pas du tout sur Internet. Donc, les premières lois, les premières discussions en termes de législation apparaissaient. Et d'un seul coup, on a très envie d'y participer. Parce qu'on était conscient, on était en train de transformer les choses. Et on s'est dit, on doit faire partie de cette conversation. Si on crée une assoce, on pourra recruter des gens, on aura des membres, on aura des cotisations, ça fera un petit peu d'argent. Un petit peu, on était assez modestes dans nos espoirs à l'époque. Et puis, on pourra parler à la presse, on pourra parler au musée, on pourra parler au système éducatif. Et on pourra écrire un peu de Lillipolis. L'idée de la création de l'association à l'époque, elle est venue de là. Alors, je crois qu'aucun d'entre nous n'imaginait ce que Wikipédia allait devenir et aucun d'entre nous n'imaginait ce que serait Wikimedia France à l'époque, qui n'avait pas de nom d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de discussions autour du nom, mais personne n'envisageait. Mais les débuts de l'association, ils sont venus de là. C'est essayer de se donner une façade de respectabilité en quelque sorte. Alors, une question qui s'est très vite posée, c'est quel serait le statut de cette association et quelles seraient les relations qu'elle aurait vis-à-vis de la communauté des contributeurs, qui entre-temps avait commencé à grossir. Et c'était une vraie question qu'on se posait à l'école. On ne savait pas très bien qui était responsable de quoi. Il y avait un grand flou artistique. Mais pareil, si on se remet dans le contexte de l'affaire, donc, disons début 2004, le projet grossit. Et à l'époque, le projet est encore, en 2003, encore juste un projet de personnes. Par contre, il y a quand même quelques choses tangibles qui existent. Ces choses tangibles, c'est quelques serveurs sur lesquels les sites étaient hébergés. C'était des noms de marques, comme Wikipédia. Et c'était quelques noms de domaines, comme wikipedia.com, où a été hébergé Wikipédia au début, et puis plus tard, wikipedia.org et assimilé. Donc, il y avait quelques éléments tangibles qui existaient. Et qui était propriétaire de ces éléments tangibles, c'est quand même quoi important à la base. Et c'était le fondateur de Wikipédia, qui est Jimmy Wales, la personne qui a imaginé cette chose. Jimmy, à l'époque, travaillait pour une entreprise qui s'appelait Bomis.
Bon, ça a disparu depuis. C'était une des multiples entreprises qui se sont créées dans le cadre du boom des .org à la fin des années 2000. Et Bomis, c'était un site d'hébergement de contenu léger, porn léger. Voilà. Donc, très clairement, ce qui a hébergé Wikipédia au début, ce qui l'a financé, c'était la porno. Voilà. Et les serveurs, ils étaient hébergés par Bomis. C'était Bomis qui était le propriétaire dans le domaine, Bomis qui était le propriétaire des noms de marque. Ça, c'était quand même pas idéal en termes de croissance, c'était moyen. Et donc, courant 2003, Jimmy Wales prend une décision. Lui, de son côté, va créer une structure aux États-Unis, parce que c'est là-bas qu'il habitait, en Floride. Les associations de 1901, ça n'existe pas aux États-Unis, donc il crée une fondation. Alors, ça paraît, quand on parle fondation, on s'imagine un truc énorme. À l'époque, la fondation, c'était juste un bout de papier fondé par 3 gars, Jimmy Wales et 2 de ses collègues de travail chez Bomis. Et c'est tout. Donc, Bomis a transféré les quelques propriétés qui étaient des serveurs, les noms de domaine et les noms de marque directement à cette fondation qui s'appelle la Wikimedia Foundation, qui est devenue l'hébergeur de Wikipédia, qui les paye les factures, etc. Là, on est en 2003. Ça veut dire que d'un seul coup, il y a en fait une organisation publique qui est devenue finalement le propriétaire de Wikipédia, même si Wikipédia est sous licence libre. Donc, c'est pas idéal non plus comme situation. Et donc, G-Ray s'engage à ce que dans l'année qui suit, dans les 12 mois qui suivent, il va y avoir un conseil d'administration avec 2 membres qui seront élus par la communauté qui va être mis en place, donc courant 2004. Nous, de notre côté, les choses continuent. Donc, moi, je continue à contribuer à Wikipédia en anglais, en français. Je commence à faire des trucs, mais toujours en étant anonyme à l'époque. Je suis resté anonyme plus de 2 ans. Et on arrive depuis 2004. Et depuis 2004, je suis confrontée à une situation où je me dis, on va créer une association dans l'année. Je suis toujours anonyme. Ça ne va plus être possible d'être anonyme une fois qu'on crée une association. La fondation va proposer 2 postes d'élection pour des membres de la communauté. Pourquoi pas moi? Après tout, pourquoi pas moi? Et puis, troisième remarque, c'est que je suis contactée par une organisation qui s'appelle The Forum, qui veut faire une première intervention, une conférence sur le sujet de Wikipédia. On est en février 2004. Et qui me dit, alors moi, ça c'est la petite cerise sur le gâteau, qui me dit, en plus, tous les Wikipédiens, c'est que des hommes. Donc, en fait, on aimerait bien inviter quelqu'un qui ne soit pas un homme. Bon, là, ok, je vous laisserai penser ce que vous voulez du sujet. Dans tous les cas, je me dis, ok, trop, j'y vais. Donc, pour la première fois, je donne mon vrai nom, je donne ma vraie identité. J'interviens lors de cette conférence, je me propose au conseil d'administration de la fondation et je suis élue. Avec une autre femme, on a été 2 personnes élues, 2 femmes, pour nous mentionner. Donc, Angela Bisley, qui est anglaise, et moi-même, française, on se retrouve vice-présidente de la fondation Wikimedia, qui a un truc en Floride, très loin. À l'époque, j'habitais Clermont-Ferrand. C'est la question, est-ce que j'ai souvent été en Floride? Non, 2-3 fois, plutôt plus, parce que c'est quand même très loin. On continue cette problématique on a créé l'ASSO, donc on a discuté en ligne, on en discute sur IRC, on discute sur le wiki. Et dans le même temps, l'association Wikimedia Deutschland fait la même chose. Sincèrement, à cette époque-là, que la fondation Wikimedia Allemagne, française et donc les États-Unis, on était tous au même niveau. On n'avait pas de budget, on n'avait pas de salariés, on n'avait pas de locaux, on avait juste... on avait juste la communauté des bénévoles, quoi. Et là, on s'est dit, allez, on y va, on part, on commence à réfléchir à des statuts. Et oui, on se pose des tonnes de questions du genre, est-ce que c'est nous qui allons regarder Wikipédia? Comment est-ce que les contributeurs, qui n'étaient pas très nombreux à l'époque, comment est-ce qu'ils vont réagir? Comment on fait avec le fait que dans les contributeurs francophones, il y en a beaucoup en France, 90% en France, mais il y en a aussi un peu en Belgique. À l'époque, c'était un gars qui s'appelait Luxix. Il y en a aussi en Suisse, il y en a aussi au Canada, il y en avait un au Japon ou en écho. Donc, comment on fait? Qu'est-ce qu'on crée comme assoce, en fait? Comment on l'appelle? Et puis, est-ce qu'on devient responsable de la communauté ou bien est-ce qu'on est un truc à part? Donc, il y a plein de conversations qui ont lieu. Et donc, ça, c'était super parce qu'on a beaucoup discuté de tout ça. Et on a fini par conclure que
avec une personne qui s'appelle Jean-Baptiste Souffron, on a beaucoup discuté de ces thématiques-là pour arriver à comprendre qui est responsable. Et à nouveau, Internet était très jeune à l'époque, donc c'était compliqué de savoir. Maintenant, c'est beaucoup mieux établi. Mais on a conclu quand même que le responsable, c'est la Fondation Wikimedia, qui est l'hébergeur, et que nous, on sera une association d'utilisateurs. Il n'est pas obligé de faire partie de l'association, mais c'est cool, on va pouvoir faire des choses, comme je le disais avant, parler à la presse, aller voir les musées, aller voir le système éducatif, faire du lobbying, ces choses-là. Donc, on se réunit tous en juillet 2004. En juillet 2004, c'est la première rentrée à France, à Paris, à la Maison des Métallos qui nous a accueillis, où on va se retrouver, alors que je ne me souviens plus très bien, est-ce qu'on était 30, 40, à la louche, ça devait être ça. On invite la presse, ça passe en gueule, on invite une quinzaine d'organes de presse, et lors de cette réunion, c'est la première fois qu'on fait une réunion de plus de 3 personnes. Voilà. C'est la première fois qu'on se voit, en fait. Ça, c'est génial. Et donc là, on retrouve des noms qui, la plupart d'entre eux, sont partis, sont disparus. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Ce ne sont plus des contributeurs, malheureusement. Mais ils étaient bien là à l'époque pour créer cette association. Donc, c'est la pré-création en juillet 2004. Une conférence, la presse, des discussions. On travaille sur les statuts juridiques. On discute sur le nom final de l'association, qui n'était toujours pas décidé à l'époque, qui finalement devient Wikimedia France. Mais à l'époque, elle était Wikimedia francophone. Il y a plein de noms qui ont circulé. Et ça, c'est le truc un peu marrant, c'est que il y a eu un épisode un peu particulier lors de cette rencontre de juillet 2004. C'est que on venait d'élire le conseil d'administration de la Fondation. Et là, Jimmy Waits, pour la première fois, décide de sortir des États-Unis. Il n'avait jamais voyagé à l'époque. Pour la première fois, cet entrepreneur qui a fondé Wikipédia prend un avion avec sa femme de l'époque, sa fille, et il vient à Paris. Alors on en profite, on demande à Angela de venir aussi, donc Angela vient aussi. Et tout ce petit monde se retrouve lors de cette réunion de juillet et on intervient lors de cette conférence. Et c'est à la Maison des Métallos ce jour-là qu'a eu lieu le premier conseil d'administration de la Fondation Wikimedia. Donc en fait, on a créé un peu tout en même temps. Donc il y avait vraiment un effort collectif sur ce coup-là. Et cette rencontre s'est bien passée. Et Dieu merci, il y a eu un compte rendu qui a été fait. Donc il y a des traces écrites de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit, de ce qui a été décidé. Et il y a même quelques photos. Je souligne parce que pareil à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc on n'était pas en permanence en train de se prendre des Insta ou des trucs comme ça. Il y a quand même des gens qui ont pris des photos. Et ces photos existent sur Wikipédia quand même. Donc, juillet 2004, on se fait cette grosse conférence. Et j'avoue que là, le niveau d'énergie, il était super élevé parce que on se rencontre pour la première fois, on avait plein d'idées, plein d'objectifs. J'ai vraiment des très très bons souvenirs de cette journée-là. Il y en a un qui était venu avec des fleurs pour moi, c'était bien, trop classe. Et puis, bon, il se passe un ou 2 mois, on raffine un peu tous les trucs très embêtants que sont les statuts juridiques. Et on se retrouve vers le mois d'octobre. Alors là, c'était une réunion hyper rapide, c'était pas un grand raout. J'ai souvenir d'une journée pluvieuse dans les rues de Paris, en train de se battre pour essayer de trouver une connexion Internet et arriver à signer les documents. Donc officiellement, l'association existe et on part comme ça. Alors moi, au cours de ma vie sur Wikimedia France, j'ai fait partie du conseil d'administration à 2 reprises, sur 2 époques différentes. Donc j'ai une assez bonne connaissance de l'asso sur ces 2 époques-là. Donc la première époque, ça a été de la création jusqu'à à peu près début 2006, début 2007, à peu près 2 ans. Et puis j'ai ensuite quitté le conseil d'administration de l'association et j'y suis revenue de 2008 à 2012. Entre-temps, les choses avaient beaucoup évolué. Alors mes souvenirs des 2 premières années, juste après la création, honnêtement, ils sont franchement, ils sont très parcellaires. Autant je me souviens très très bien de cette réunion de juillet 2004 et de la création, autant la suite elle est beaucoup plus floue. Et je pense que la raison pour laquelle elle est beaucoup plus floue, c'est que je crois qu'il ne se soit pas forcément passé énormément de choses au départ. Parce qu'on n'était finalement pas tant que ça. Alors, on n'avait pas de financement, donc les déplacements étaient difficiles, il n'y avait pas de locaux. Donc en fait, on a plus ou moins continué sur la direction qu'on avait démarrée.
Et mes souvenirs personnels, c'est surtout que c'est quelque chose d'interdit aujourd'hui. Mais donc à l'époque, j'étais à la fois au conseil d'administration de la Fondation Wikimedia et au conseil d'administration de Wikimedia France. Aujourd'hui, c'est interdit pour des raisons de conflit d'intérêts. À l'époque, honnêtement, il n'y avait pas grand-chose sur lesquels il y avait des conflits parce que la fondation elle-même était en train de se chercher. Ce que je sais, les souvenirs que j'en ai de cette époque, c'est qu'on s'est mis à avoir énormément de demandes de la presse. C'est vraiment le moment où la visibilité, le côté public de Wikipédia a explosé et on a été énormément sollicité par la presse et on a dû passer énormément de temps à faire de l'explication, à essayer de former les gens, à essayer d'expliquer aux gens comment ça fonctionnait parce que le modèle était tellement innovant, tellement bizarre pour eux que franchement, ils ne comprenaient pas. Donc il y a eu du temps d'explication et moi j'ai souvenir d'avoir fait une pléthore d'interviews ces années-là. C'était vraiment énorme. Mon autre challenge principal, c'est que Wikipédia était en train d'exploser. Comme on avait plus de visibilité, on a plein de gens qui sont arrivés sur les projets. Ça paraît très curieux maintenant, mais vraiment le plus gros challenge de Wikipédia à l'époque, c'était d'arriver à accueillir les nouveaux. Parce qu'on avait tellement de nouveaux arrivants tous les jours qu'on ne pouvait pas former tout le monde, on ne pouvait pas soutenir tout le monde. On avait cet afflux énorme qu'il fallait absorber. Donc c'est l'époque où on a créé plein de guides, on a créé des dépliants très rapidement au niveau de l'association. Tout ce qu'on pouvait faire pour essayer d'expliquer en fait le système. En parallèle à ça, il y a des personnes qui se sont plus orientées sur la partie juridique, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, il y avait des besoins au niveau de la législation qui étaient complètement à construire autour du numérique. Et puis il y en a certains qui se sont occupés d'aller voir notamment les musées. En fait, très rapidement, on a pris la décision que en France, on était particulièrement soumis à la critique. Beaucoup plus que dans d'autres pays. Il y avait vraiment, peut-être parce qu'on est le pays des Lumières, l'encyclopédie, tout ça, il y avait une attitude extrêmement critique qu'il n'y avait pas forcément dans des pays proches. Et donc, une grosse partie de notre travail, c'était simplement d'expliquer, voilà, faire de l'explication et d'aller voir les institutions type muséales pour essayer de mettre en place un partenariat sur lequel on pouvait ensuite s'appuyer pour dire, voyez, on n'est pas complètement des gens bizarres, on n'est pas des sauvages, on est des gens très bien, très réputés, très reconnus, qui sont prêts à faire des partenariats avec nous. Donc ça a été la recherche des partenariats. Ça a pris quand même plusieurs années avant de se mettre en place, mais c'est un peu ce qu'on a démarré. Vraiment, ces premières années-là, je ne crois pas qu'il y avait un challenge majeur. On était juste ça nous a juste donné l'opportunité de fonctionner un petit peu mieux pour répondre à la presse et assimiler. Par contre, pour moi, à titre personnel, honnêtement, faire en même temps la fondation Wikimedia et Wikimedia France, c'était trop. C'était trop de travail. J'avais 2 enfants en bas âge, un métier, un salaire, un employeur, il y avait des choses à gérer et donc ça faisait trop et c'est la raison pour laquelle, vers le début, donc début 2007, je crois, quand mon mandat est arrivé à expiration, j'ai dit: «Bon, je ne me représente pas, je continue à ne m'occuper que la fondation Wikimedia et je laisse ma place à une autre personne». Et c'est vrai que pendant les 2 ans qu'on suivi, j'ai relativement peu suivi ce qui se passait au niveau de Wikimedia France parce que moi, j'étais vraiment à 100 de mon temps sur la fondation Wikimedia. Donc ça, c'est mon souvenir. Donc pendant cette époque-là, l'association a évolué tranquillement, progressivement. On a commencé à mettre en place des systèmes de collecte de fonds. On a commencé à pouvoir avoir un lieu, des locaux. On a pu commencer à employer de premières personnes. Donc les choses ont évolué progressivement. De souvenirs, sur cette époque-là, j'ai pas vraiment de souvenirs de challenge vraiment compliqués au niveau de l'association. Par contre, il y avait des méga challenges au niveau de la formation Wikimedia. Donc ensuite, si on avance, mon deuxième souvenir, donc ça a été à partir de 2008. 2008, c'est le moment où la fondation avait bien avancé, on avait bien bavé. J'ai passé 4 ans là-bas. On avait mis en place des locaux, des levées de fonds qui commençaient à rapporter significativement. On avait nos premiers employés. On avait une directrice qui avait réussi à déménager la fondation de la Floride, le fin fond des crocodiles, jusqu'à San Francisco. Je me suis dit: «C'est bon, là, je peux me retirer de ça». Je trouve que j'ai fait du beau travail, j'étais contente de moi et par contre, je vais revenir à Wikimedia France. Donc
il y a eu des nouvelles élections, je me suis présentée, j'ai été élue et donc j'ai rempilé à Wikimedia France pour 4 ans, donc entre 2008 et 2012. Et là, j'avoue que j'ai par contre sous une période de challenge, assez important, somme toute. D'abord, entre-temps, on avait beaucoup avancé, Wikipédia, avait grossi. Il y avait eu pas mal de conflits avec la communauté qui, avait peur que Wikimedia France essaye de s'arroger des responsabilités qui ne devaient pas être à la sienne. Donc il y avait eu des fois un peu des relations tendues avec la communauté. On avait aussi des salariés et bah, il y avait des tensions au niveau des salariés. C'était, c'était beaucoup plus compliqué, somme toute. Là, on était rentré dans une phase de croissance plus complexe et en fait, c'est là que les membres du conseil d'administration, très clairement se spécialisaient. Alors moi, comme je venais de passer 4 ans à la formation Wikimedia, que je parlais bien anglais, mon positionnement a été très vite trouvé. Je suis devenue la personne qui faisait la relation avec la partie internationale et avec la fondation Wikimedia. Il y en avait d'autres qui étaient spécialisés sur d'autres thématiques. Chacun essayait d'avancer dans son petit bout de chemin. Alors moi, une des choses dont je me suis beaucoup occupée à l'époque, c'était la levée de fonds. Il faut savoir qu'à l'époque, Wikimedia France, qui n'était pas très développée comme asso, elle avait obtenu le droit de faire de la levée de fonds à partir de la bannière. C'est-à-dire que les internautes qui se baladaient sur Wikipédia vers la fin de l'année, novembre-décembre, quand ils cliquaient sur la bannière d'appel à fonds, si leur adresse IP était identifiée comme française, l'argent n'allait pas à la fondation Wikimedia, l'argent allait à Wikimedia France. Et ça avait plein d'implications. Parce que, il fallait avoir une personne en charge de la levée de fonds. Il fallait faire de la communication, il fallait faire des reçus, il fallait toute cette démarche, ne serait-ce que recevoir des chèques par la poste, des dizaines et des dizaines et des dizaines de chèques en quelques semaines, c'était compliqué. Et à l'époque, on n'était pas vraiment outillés pour ça. Donc c'est vrai que c'était assez lourd, assez stressant. Et en plus, il a fallu aussi établir les premières relations contractuelles avec la fondation Wikimedia, qui elle disait: «OK, c'est bien que vous récupérez l'argent sur la France, mais cet argent, il ne doit pas uniquement rester avec la France. Il doit être redistribué. Je sais pas moi, par exemple sur la Belgique ou sur la Suisse». Donc en fait, on a mis en place les premiers contrats, à la fois sur, ces premières répartitions de l'argent qui était collecté par le mouvement, mais aussi sur les droits d'usage des noms de marques, le logo de Wikipédia, et cetera. Parce qu'on était devenu très appétants, notamment pour les entreprises, et on était très sollicités pour faire des partenariats, pour faire des jeux autour de Wikipédia, pour faire voilà, toutes sortes de choses avec des entreprises qui essayaient d'utiliser notre nom sans limite. Donc c'est le moment où on a beaucoup développé l'identité de marque, je dirais, de tout le mouvement, des noms et qu'on a essayé de structurer toutes ces choses-là. Et c'est vrai que, on n'avait pas beaucoup de salariés, c'était énormément de travail pour le conseil d'administration et pour moi, c'est un peu ce que j'ai retenu de cette époque-là. Et quand on est arrivé vers la fin 2012, moi, j'ai eu un changement de vie professionnelle, personnelle parce que, mon mari a dit: «Moi, je change de région, je pars de l'Auvergne, on va s'installer à Marseille». Donc déménagement, naissance d'un nouvel enfant, l'enfant en bas âge. Et à un moment donné, j'ai dit: «Je j'arrête là, je vous laisse continuer». Faut être conscient qu'à l'époque, faire partie du conseil d'administration de Wikimedia France, c'était avant la visio. C'était avant Zoom, Skype, Google Meet et toutes ces choses-là. Donc soit on travaillait sur le wiki et par email ou sur IRC, soit on se déplaçait jusqu'à Paris, du style, 1 à 2 fois par mois. Donc quand il y a tous les mois sans exception un rendez-vous pendant tout le week-end du conseil d'administration de Wikimedia France, là on dépasse le bénévolat. On dépasse le bénévolat et je crois que là, c'est une réflexion qu'on a encore toujours aujourd'hui, c'est à quel moment, le bénévolat devient trop en termes de bénévolat et à quel moment on commence à trop tirer sur la corde par rapport aux bonnes volontés des personnes qui veulent s'impliquer. Et donc en 2012, c'est là que j'ai dit: «Allez, on va faire une petite pause, je vais faire autre chose et je vais m'éloigner un peu de Wikimedia France, je vais laisser les choses avancer». Il y a plein de personnes qui sont là pour faire des choses formidables.
Ouais, laisser faire, moi je vais m'occuper de mes affaires pendant quelques temps. Alors, bah, Wikimedia France, ça fait 20 ans maintenant à l'association. Voilà, octobre 2004, octobre 2024, 20 ans. C'est fou, hein, parce que, bah, c'est toute ma vie d'adulte quasiment. Donc ça, c'est quand même, quand je repense à ces années-là, est-ce qu'à l'époque, j'ai imaginé que je serais toujours là dans 20 ans? Non, pas du tout, hein, pas du tout. Donc c'est quelque chose qui, voilà, m'a accompagné sur, la majorité de ma vie adulte. C'est très curieux et en fait, c'est génial. Hem, En fait, quand moi j'ai rejoint le projet, j'avais une formation d'ingénieur agronome. Je travaillais dans une boîte d'informatique qui faisait des outils de la décision autour de l'agriculture. Il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles je ne connaissais rien du tout. La notion de licence, j'en avais jamais entendu parler et je m'étais jamais interrogé sur des questions de propriété intellectuelle. La levée de fonds, mais non, je savais comment chercher un emploi, mais faire de la levée de fonds, je ne connaissais pas. La législation autour des associations, mais c'est pareil, je ne m'étais jamais posé la question. J'avais été membre d'ASSO, mais sans plus. La législation des fondations américaines, je peux vous dire que je ne connaissais pas non plus, hein. Les législations autour des responsabilités hébergeurs et cetera, vie privée, vie publique, mais c'était à 100 000 lieues de ce que je pouvais imaginer faire dans le futur. Dans la comptabilité, j'y connaissais rien non plus, à part, l'arithmétique de base, qu'on apprend au lycée, faire un budget, j'avais jamais fait de ma vie. Employer des gens, employer un salarié, une charge sociale, pour qui m'y apprendre, louer des locaux, mais c'est pareil, j'y connaissais absolument rien. Donc avec le recul, quand je vois tout ce que j'ai appris pendant 20 ans, mais c'est absolument fantastique, quoi. Et je crois que pour un Wikipédien apprend énormément de choses en participant à Wikipédia, il apprend à voir l'information de façon différente, il apprend à citer des sources. Énormément de choses à apprendre. Et quand on participe à Wikimedia France, notamment au niveau du conseil d'administration, mais c'est pareil, on apprend des tonnes de choses. Alors après qu'on y reste 5 ans ou 22 ans, c'est une choix personnel. Mais en tout cas, ça a été hyper enrichissant à titre personnel et bon, moi j'ai pas des fois je me dis: «Ouais, j'aurais pu faire autre chose, hein», mais sur le fond, je ne regrette pas parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Mais ça m'a pas apporté que ça. C'est-à-dire que si je reviens en arrière en 2002, comme il me disait, j'étais anonyme. Les gens savaient que j'étais une femme. J'ai jamais essayé de le cacher et ils savaient que j'habitais Clermont-Ferrand, mais ils savaient rien de plus. Et puis progressivement, en fait, on noue des liens avec les personnes avec qui on fait toutes ces choses-là, avec qui on se bat tous les jours, hein, parce que quand, on doit, embaucher quelqu'un, quand on doit gérer un budget, quand on doit trouver des sous, sinon ça va être la cata et cetera. Là, on vit des choses qui sont très, très fortes. Pas juste, je vais aller faire un peu de sport à mon association de sport de coin. Non, on est là, c'est une curve qui est dedans et ben, on finit par connaître les gens avec qui on fait tout ça, très clairement mieux que les collègues de travail de notre employeur. Tiens, je connaissais mieux les Wikipédiens avec qui je travaillais comme bénévole avec Wikimedia France que mes collègues de travail dans mon bureau pour mon employeur. Moi, je me suis fait beaucoup d'amis. Heu, la marraine de mon dernier fils, c'est une Wikipédienne. Cette Wikipédienne, d'ailleurs, s'est mariée avec un Wikipédien, donc voilà, elle a fait des Wikibabies. J'ai vu toutes ces relations qui sont nouées et aujourd'hui, pas tous, mais je dirais que la majorité de mes amis, ce sont des Wikipédiens, en fait. Alors c'est pas que des Wikipédiens français, parce que moi j'ai fait le choix délibéré dès le départ de voir, Wikimedia comme un terrain de jeu mondial. Je profite pour glisser au passage que c'est moi qui suis venu avec le terme Wikimédia. C'est Wikimédia pour les associations et les Wikimédia pour la communauté, c'est moi. C'est faux. Ah si, si, j'avais oublié, c'est quelqu'un qui me l'a rappelé à un moment donné. Mais donc mon terrain de jeu est devenu international, donc je me suis fait des potes partout. Voilà. Ce qui fait qu'il y a eu des moments où je me disais: «Allez, je dois pour une raison X ou Y aller faire un déplacement, je sais pas, en Afrique du Sud». Ben, je laissais un mot quelque part et il y avait des gens qui me répondaient et je les rencontrais et comme ça, 22 ans plus tard, ben, j'ai des potes partout. C'est quand même je connais pas beaucoup de situations où on se fait autant de potes. Bon, j'ai fait des ennemis aussi, hein. Alors tiens, on pourra en parler parce que, je vais finir sur les amis d'abord, mais on se fait des ennemis aussi et c'est parfois c'est difficile de contribuer.
Mais ces relations sociales qui se créent entre les Wikipédiens, c'est quelque chose de magique. C'est vraiment quelque chose qui m'accompagne et qui est très clairement une des raisons principales pour lesquelles je suis restée là, dans laquelle j'en fais toujours partie. Voilà, du côté négatif de la force, c'est qu'on se fait aussi des ennemis. Alors, bon, quand j'étais au conseil d'administration de la fondation, on avait des personnes qui nous menaçaient et qui nous agressaient. Donc, à plusieurs reprises, j'ai dû me voir avec des avocats, soit parce que j'étais directement attaqué en justice, soit parce qu'il y avait un gars qui faisait du stalking. Il y en a qui venaient chez moi. J'ai retrouvé devant mon portail, chez moi, qui était là et qui sonnait de façon persistante. Il y en a qui m'ont agressé lors de conférences, en public ou en privé. Enfin, des trucs absolument incroyables. C'est aussi là, malheureusement, qu'on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de tarés dans le monde et qu'il faut vraiment apprendre à se protéger. Et donc, ce que j'ai appris au cours du temps, c'est aussi l'importance de gérer cet aspect-là de ma vie, c'est-à-dire être la plus ouverte possible vis-à-vis des autres, mais aussi m'assurer que ma sécurité numérique elle est contrôlée. Elle est où mon image, comment je sauvegarde mes informations personnelles, quelle attention je porte à mes identifiants. J'ai beaucoup de gens qui ont créé plein de comptes qui ressemblent aux miens pour essayer de faire semblant d'être moi. Donc on prend conscience de ça, du fait qu'il y a plein de gens géniaux, il faut continuer à passer le meilleur de tout le monde, mais qu'il y a des angles qu'il faut se protéger. C'est un truc important. Alors, j'ai porté de mal à identifier un bon souvenir de se valider tonnes de bons souvenirs. C'est vraiment des tonnes. Depuis le petit souvenir de base jusqu'à des gros souvenirs. Petit souvenir de base, là, je me souviens par exemple de Luxix qui était venu avec une fleur dans cet événement de juillet. C'est pas un détail, hein, mais en fait, c'est super agréable. Quand j'ai souvenir aussi, il y a 2 ans, le jour de mon anniversaire, j'étais en Allemagne lors d'une conférence de Wikipédia. Et toute la salle a chanté bon anniversaire pour moi. C'est trop cool quand même. Et le soir, en plus, il y avait une fête avec la danse. C'était pas pour moi, bien sûr. C'est-à-dire que le jour de mon anniversaire, j'ai 150 personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire et les gens qui sont venus m'offrir des cadeaux. Et puis le soir, on a dansé. Voilà, c'était une belle. Voilà, c'est des années. Après, Wikipédia France, par exemple, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, m'a offert une petite médaille pour me remercier de mon application au niveau de la francophonie. C'est c'est des trucs tout bêtes, hein, mais voilà. Et notamment, au fur et à mesure de mes voyages et de mes rencontres, j'ai accumulé des tonnes de choses, des souvenirs que je garde précieusement. Et à chaque fois que je les regarde, c'est des petites Madeleines de Proust. Bon, j'ai quelques exemples. J'ai accumulé les liens de 3 auteurs comme ça de t-shirts Wikipédia en tout genre, au cours des conférences, des trucs qui s'accumulent. Des chaussettes aussi, mais beaucoup de t-shirts. J'ai pris 3 choses sur lesquelles je vais raconter quelque chose. Alors, le premier, vous le reconnaîtrez, hein, en fait, c'est un morceau de puzzle. Donc, c'est un puzzle qui correspond à une énorme sphère de Wikipédia, un gros logo de Wikipédia, une vraie centrée, qui avait été fait pour Wikimania à Taïwan. C'était en 2007. L'organisateur, il a signé derrière la pièce. Et à la fin, pendant 3 jours de Wikimania, cette grosse boule s'est baladée avec nous lors de la conférence. Puis à la fin, on l'a cassée. Et on s'est battu pour des pièces. J'ai récupéré une pièce avec une queue de coude. Voilà. Donc ça, je la garde. C'est tout bête, mais... Un deuxième exemple, c'est un exemple, c'est un truc tout bête, mais que j'aime énormément. C'est simplement un petit collier qui est en métal, gravé, avec un peu de logo de Wikipédia. Alors, pourquoi je l'aime bien? Parce qu'en fait, c'est un contributeur de Wikipédia qui est anglophone, qui s'appelle James, qui est à l'origine de Wikimed, c'est-à-dire diffusion hors ligne de contenu en rapport avec le milieu médical, de façon à pouvoir être distribué dans un certain nombre de pays qui ont des difficultés d'accès à Internet. Son père est graveur sur métal. Et à un moment donné, il a été voir son père, il a dit « Ce serait cool que tu me fasses des petites médailles avec... voilà. » Donc, il y en a une vingtaine qui ont été produites. Pas beaucoup, hein. C'est une initiative à titre totalement personnel. Une personne qui aime Wikipédia, qui s'est dit « Tiens, je vais faire des trucs gravés avec des logos. »
Et en fait, une des choses que j'aime beaucoup dans la communauté Wikimedia, c'est que voilà, c'est plein de gens qui, à un moment donné, se disent: «Tiens, ce serait cool si je faisais ça». Et un 3e exemple que j'ai gardé, avec beaucoup de que je garde avec beaucoup de plaisir, ça s'appelle Tout bête. Donc ça, bon, c'est bêtement le badge, de Wikimania, à Stockholm. C'était, 2019, c'était avant le covid. Bon, et ce jour-là, il y avait aussi un hackathon, heu, en parallèle. Et au hackathon, je discute avec, les développeurs qui sont là et je leur raconte une histoire qui date, je crois, de 2002 ou 2003. À cette époque, les administrateurs étaient des personnes qui, en fait, n'avaient pas des outils sur MediaWiki. Les administrateurs, ils avaient accès directement au serveur de Wikipédia. JWay avait nommé en France, en français, 3 administrateurs, je faisais partie des 3. Et donc, je me retrouvais à avoir accès directement au serveur. Je pouvais faire des requêtes sur le serveur. Le problème, c'est que je n'étais pas une informaticienne. Je me débrouillais, mais c'était moyen, quoi. Et de temps en temps, je faisais des boulettes sur le serveur. Et en tout cas, un jour, j'ai fait une requête qui était une très mauvaise idée. C'était une mauvaise requête. Et j'ai entièrement fait friser la totalité de Wikipédia. Tout Wikipédia, toutes les langues. Et c'était, en gros, sur le coup des, je sais pas, 11 heures du soir, en France. Le problème, c'est que les développeurs qui, à l'époque, étaient bénévoles aux États-Unis, bah, eux, voilà, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas connectés. Et en fait, Wikipédia a été down pendant 12 heures à cause de moi. Si je me fais une mauvaise requête. Et je les ai aidés à corriger le problème et à mettre tout en place à la fin. Et donc, ils m'ont délivré un sticker que, voilà, uniquement des bénévoles informaticiens ont développé à un moment donné. C'est un logo qui dit I broke Wikipedia, then I fixed it. Et c'est aussi une édition limitée. Alors, il y a une crise en 2007. Il y a des tonnes de choses qui ont été écrites, donc je ne vais pas réexpliquer toute la crise, c'est pas la peine. Mais ça a été un moment un peu, qui pour moi a été le plus gros challenge et qui reflète encore un peu ce qui se passe avec aujourd'hui et ce que je souhaite pour Wikimedia. À l'époque, il y a eu un problème au sein de l'association, un problème qui venait de l'intérieur. Et quand on a créé l'association Wikimedia, en 2004, notre angoisse à l'époque, c'était de se dire: «Et si une menace venait de l'extérieur?» Genre des groupements d'influence, des groupes d'influence ou un parti politique qui, par exemple, pourrait d'un seul coup avoir plein de nouveaux membres, genre la moitié des nouveaux membres de l'association seraient des membres de ce groupe d'action et ensuite pourraient prendre le pouvoir au sein de Wikimedia lors d'une élection et après vous perdrez l'association en fait. Ce serait la catastrophe. Vous avez créé les statuts juridiques de telle façon qu'ils seraient bétonnés pour éviter une agression venant de l'extérieur. Et vraiment, ils avaient bien bétonné, on était super fiers de nous et on s'était dit là, on a fait un très très beau travail. Et des années plus tard, donc aux alentours de 2016-2017, il y a eu un problème qui là est malheureusement venu de l'intérieur, avec des salariés de Wikimedia France qui ont fait des choses qui étaient totalement inacceptables. Et nous, en tant que membres, on s'est retrouvés coincés, c'est-à-dire qu'on avait tellement bien bétonné notre système qu'on croyait inviolable, qu'en fait, on était devenus quasiment incapables de, de, de se débarrasser du problème qui venait de l'intérieur. Et pour moi, c'est un peu un signe du truc qu'on n'avait pas prévu, de l'inattendu et des efforts qu'on a dû faire pendant plusieurs mois pour arriver à récupérer notre association qu'on était en train de perdre littéralement. Et là, il a fallu être super créatif. Il a fallu qu'on imagine des solutions pour résoudre un problème qu'on n'avait à aucun moment imaginé. Alors moi, j'ai eu plusieurs apports là-dedans en termes de documentation, essayer de faire des choses. On a été une quinzaine de personnes à agir ensemble pendant plusieurs mois pour essayer de sauver l'association d'un truc qu'on n'avait jamais prévu. Quand on regarde maintenant la situation d'aujourd'hui, Wikimedia et la communauté, elle a évidemment plus rien à voir avec ce qui se passait au moment où on a créé le projet en 2004 et au moment où on a créé l'association. Ça n'a plus rien à voir. Les législations sont différentes, les éditeurs sont différents, le contenu est différent. Tout a beaucoup changé, mais on est toujours dans cette, pour moi, les choses dans cette angoisse permanente de qu'est-ce qui va apparaître d'imprévu contre lequel peut-être on ne pourra pas se défendre.
il y a 2 grandes choses que j'observe dans la tendance actuelle qui m'amènent à me poser des questions. La première chose, c'est que on voit une situation où on a un recul des libertés fondamentales qui se fait au niveau mondial. On a des coups de boutoir à la fois de groupes d'influence qui essayent d'imposer, voilà, des actualités erronées, manipulatrices. On a des coups de boutoir également de la législation qui, en essayant de lutter contre ça, a des effets de bord sur nous. Donc là, j'ai l'impression que des fois, on est un peu cerné, on est un peu attaqué de toutes parts et il va falloir qu'on soit très, très attentif autour de ces thématiques-là, qui est quelque chose qui n'était pas du tout un problème il y a 20 ans. Donc là, il faut qu'on soit hyper attentifs tous ensemble collectivement par rapport à ça. Allez. En lien avec ça, pour moi, la deuxième chose que je garde un peu en souvenir sur mes 22 ans et 20 ans à l'assaut, c'est que ça, à la fois, ça m'a donné énormément d'amitié et ouais, aussi des ennemis et beaucoup de bonheur. Mais c'est aussi, ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie et, et là, il faut qu'on soit hyper attentif par rapport à nos bénévoles. Je vois un peu, j'entends, je sens qu'actuellement, il y a beaucoup de stress au sein de la communauté et je sens qu'il y a beaucoup de stress au niveau du conseil d'administration de Wikipédia France. Il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement parce qu'il y a des choses contre lesquelles on se bat et on a quand même un peu l'impression de perdre de l'espace, en fait, de voir l'espace qui se restreint. Et là, il faut qu'on soit aussi hyper attentif par rapport à la santé de tous nos bénévoles, la santé physique, la santé morale, l'importance de prendre du temps pour soi, l'importance de savoir se ressourcer, de faire du sport, de manger correctement, de quitter un peu nos écrans de temps en temps, et de réfléchir collectivement comment on pourrait dépasser certains conflits. Pour moi, s'il y a un focus à l'association et d'une façon générale au mouvement dans le futur, c'est ces 2 choses-là. C'est être attentif à toutes ces menaces relatives à nos libertés individuelles et libertés collectives et puis comment faire en sorte que notre cœur de contributeur continue à être motivé, plein d'enthousiasme, en bonne santé mentale, physique, pour continuer à bosser davantage. Voilà. Donc ça, c'est mon histoire pour la SOC et pour le mouvement de façon générale. Bon anniversaire Wikipédia France!